Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, je dois vous le dire, je suis un petit peu triste puisque c'est le dernier épisode que je vous écris depuis ici au Japon. Un petit peu triste puisque c'est la fin du voyage, mais un petit peu heureux aussi puisque ça veut dire que je vais pouvoir recommencer à faire des épisodes un petit peu plus spéciaux en rentrant. Enfin, en attendant tout ça, on va parler compétition cette semaine avec d'abord l'épreuve de Coupe du Monde qui se déroulait à Salt Lake City. On ira aussi en France à Tarbes où se déroulait le championnat de France de difficulté 2024. Et enfin, on parlera innovation, mais aussi sortie vidéo avec l'enchaînement d'un certain 9 à bloc. Et sur ce, on est parti. News numéro 1, et cette semaine on se rend à Salt Lake City, rendez-vous emblématique du printemps pour la traditionnelle étape de Coupe du Monde de bloc et de vitesse, une étape de transition juste avant les Olympics Qualifiers, qui aura vu le début de la saison de certaines têtes d'affiche comme les américaines Brooke Raboutou et Natalia Grossman, ou encore notre française Oriane Berton, mais aussi l'absence évidente de nombreux favoris comme Yanya Garnbret qui a déjà annoncé qu'elle ne participerait plus qu'à la Coupe du Monde d'Innsbruck avant les Jeux Olympiques, ou encore nos autres français Mejdi Chale, Paul Jev, Mika Mawem, Les Avzou et j'en passe. Et si en vitesse homme les Indonésiens n'étaient pas de la partie, qu'importe puisque Samuel Watson, l'américain qui s'était révélé aux yeux du grand public avec un nouveau record du monde à 4,79 à Wujang était bien là, et s'il avait manqué la victoire de justesse en finale, et bien cette fois-ci il avait bien retenu la leçon, avec 3 temps en dessous de 4,90 soit l'ancien record du monde, et un chrono de 4,81 soit à 2 centièmes du record actuel. Samuel aura dominé l'épreuve de la tête et des épaules avec en finale une très large victoire face à l'américain Noah Bracci. Derrière eux, Kevin Hammond devient le premier Autrichien à décrocher une médaille en Coupe du Monde de vitesse, alors que nos Français, eux, se reposaient pour les Olympics Qualifiers à venir. D'ailleurs, si l'on attend toujours un record du monde référence qui tienne plus de 6 mois, eh bien celui-ci ne semble pas être parti pour faire mieux, Samuel ayant déjà annoncé sur les réseaux juste avant Salt Lake avoir réalisé la marque de 4,69 à l'entraînement. Et très sincèrement, j'en ai un peu ma claque de refaire des tableaux, donc si on peut se mettre d'accord sur un record du monde, ça m'arrangerait. Enfin, si la vitesse homme s'est trouvé un nouveau favori, chez les femmes, en revanche, l'absence d'Alexandra Miroslav en préparation pour les JO se sera fait sentir. En phase finale, seules 2 grimpeuses inscriront des temps en dessous de 7 secondes, la chinoise Li Juandeng et l'américaine Emma Hunt, cette dernière brisant au passage le record panaméricain avec un temps de 6,41. Les 2 grimpeuses s'affronteront en demi-finale pour une victoire de l'américaine qui disposera ensuite facilement de la polonaise Alexandra Kalushka en finale, alors que Li Juan, elle, se contentera du bronze. En combiné maintenant chez les hommes, ce circuit de Coupe du Monde aura encore continué de faire la part belle aux futurs Olympiens, alors que le japonais Sorato Enraku aura remporté l'étape, juste devant l'autre japonais Meiichi Narasaki, mais surtout l'autrichien Jakob Schubert qui, s'il continue à performer ainsi en bloc, pourrait bien confirmer sa place d'épouvantail des Jeux Olympiques à venir. Mais cette semaine, c'était surtout chez les femmes que le spectacle nous intéressait. Si l'on déplorait l'absence de Yanya Garnbret, elle sera largement compensée par le retour à la compétition des américaines Brooke Raboutou et Natalia Grossman, sans compter notre tricolore Oriane Berton, 3 grimpeuses que l'on retrouvera sans mal en finale, accompagnées notamment de Naïlé Maignan, la surprise française qui après son podium au championnat de France se hissait déjà en finale de Coupe du Monde pour sa 4e participation et sa première depuis une très grosse blessure en 2021. Et oui, car si le nom de Naïlé ne vous dit rien, la française avait pourtant déjà participé à 4 Coupes du Monde par le passé, terminant au mieux à la 18e place, certes, oui, mais en 2019 où elle n'avait que 15 ans. Derrière, malheureusement, Naïlé perdait quelque peu sa motivation pour la grimpe et se donnait une trêve de 1 an, mais elle revenait encore plus forte en 2021, avec notamment une victoire au championnat du monde, un point d'orgue malheureusement stoppé net par une grave blessure au genou survenue en décembre de la même année en tentant d'esquiver une personne qui passait en dessous d'elle lors d'une chute. Cette finale ressemblait donc à une parfaite opportunité pour elle d'enfin prendre sa place sur le circuit senior, mais face à elle ce n'était pas n'importe qui, Natalia Grossman, l'américaine qui malgré une zone dans le dernier tracé fera le plus dur en flashant les 3 premiers tracés et remportera la compétition. Enfin qu'importe puisque derrière elle c'est surtout une magnifique surprise qui nous attendait avec une double médaille tricolore et Oriane Berton à la 2e place, tandis que Naïlé elle s'emparera du bronze au terme d'un parcours magnifique, des bonnes nouvelles qui pourraient encore se prolonger dans la semaine puisque Salt Lake verra également le début de la saison de Coupe du Monde de paraclimbing, des épreuves qui se dérouleront ce mardi et ce mercredi et qui seront donc quasiment terminées lorsque vous regarderez cette vidéo mais qui sont
sont un peu trop tardifs pour moi pour être résumés. News numéro 2, et pendant que notre équipe de France jouait les ambassadeuses à l'international, sur notre scène nationale, le titre de champion de France de difficulté était remis en jeu à Tarbes, une compétition à suspense qui aura vu un drôle de scénario se dérouler dans chacune des finales. D'abord chez les femmes, alors que Manon Illy et Nolwenn Arc pointaient comme favorites à l'issue des demi. Cette dernière est sur le point de s'élancer pour son run. Devant elle, Ina Plasudjiga et Camille Pouget sont toutes les deux tombées en lançant leur mouvement vers la prise 47. Nolwenn prend son temps, sûrement un peu trop, et arrive sur cette même prise alors qu'il ne lui reste que 7 secondes au chrono. Enfin, 7 secondes c'est largement assez pour lancer son mouvement et prendre la première place, sauf qu'à ce moment Nolwenn oublie complètement le temps et plutôt que de continuer, choisit de clipper sa dégaine. Grave erreur, le chrono arrive à 0, elle ne sera que 3ème provisoire, et cela alors qu'elle ira jusqu'à l'avant-dernière prise de la voie, montrant qu'elle en avait encore largement sous le capot. Enfin derrière elle, Manon Illy ne fera pas la même erreur, elle dépassera aisément la prise 47 et ira elle aussi tomber sur le dernier dynamique. Les regrets sont donc un peu moindres pour Nolwenn, l'or ne lui était de toute façon pas destiné, mais elle perd sa place sur le podium au profit d'Ina Plasudjiga et Camille Pouget, alors que Manon conserve son titre de championne de France. De l'autre côté, chez les hommes, alors que sa sœur brillait à Salt Lake, Max Burton, lui, arrivait en finale des championnats avec une figure de favori, une figure à laquelle il fera honneur en tombant dans les tout derniers instants, juste après une compression sur 2 macros noirs. Derrière lui, personne ne fera mieux, même si Lucas Dufros sera à une prise de l'égaler et donc de lui passer devant. Après cette ultime run, Max Burton peut donc exulter, il est champion de France, sauf que non. Une réclamation est posée quelques instants après son run. En cause, Max aurait touché une plaquette, soit un point d'ancrage au niveau de la 26e prise. Un constat qui semble très limite à la vue des ralentis, et pourtant le coup de tonnerre tombe. Bien après la fin de la compétition, et même après les interviews où Max savourait déjà son titre, la réclamation est acceptée et le grimpeur est relégué à la 7e position. Avec ce retournement, c'est donc Lucas Dufros qui est sacré, Jules Marchalan s'empare de la 2e place et Hugo Parmentier monte sur le podium au terme d'un sacré spectacle. News numéro 3, news inclusion maintenant. Alors comme je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, cette semaine se déroulera la première étape de Coupe du Monde para-escalade de la saison. Une présence de la pratique handi au plus haut niveau qui ne camoufle malheureusement pas une vérité encore trop présente, notre sport n'est que peu accessible aux personnes présentant une forme de handicap quelle qu'elle soit. L'environnement aérien, intrinsèquement hostile à la condition humaine dans lequel nous évoluons, ne laisse, il faut le reconnaître, que peu de place à une pratique ludique et occasionnelle, surtout pour une personne à situation réduite qui ne souhaiterait pas pour autant devenir un surhomme. Et bien sachez qu'une innovation pourrait bientôt venir tout changer. En effet, présenté sur France 3 il y a peu, le footing vertical pourrait rendre accessible la pratique du sport aux personnes souffrant de handicap, une installation actuellement portée par les frères Mawem et Sébastien Couen de la société SK-IBS qui effectuent divers tests dans leur salle d'escalade à Colmar et dont la force réside dans sa versatilité. En effet, le reportage présente la machine non pas comme un simple auto-enrouleur tractant la personne, mais bien comme un dispositif poussé s'adaptant à la force et au mouvement de chacun et procurant donc un effort normalisé basé sur des données personnelles. Un effort normalisé basé sur des données personnelles. Voilà, ça fait croire que j'ai tout compris, c'est simple, c'est bien. Enfin, en plus de ça, le dispositif permet non seulement une pratique en autonomie, chose trop souvent perdue par les personnes présentant un handicap, mais pas seulement puisqu'elle pourra également servir aux personnes âgées à pratiquer l'escalade en toute sécurité. Enfin, pour sa sortie, il faudra encore attendre, la commercialisation du dispositif n'est attendue que pour 2025, le temps de terminer son développement, et d'ici là, on espère que les salles seront convaincues de l'adopter. News numéro 4, et maintenant une news vidéo qui était complètement passée à la trappe en ce mois d'avril. Rappelez-vous, en fin d'année dernière, Charles Albert, le grimpeur français, bien connu pour grimper pieds nus les lignes les plus extrêmes, enchaînait un nouveau tracé auquel il proposait la cotation de 9 à bloc, l'ombre du voyageur. Derrière un post, quelques photos et surtout un dossier complet dans le magazine papier Grimper, mais pas de vidéo de la ligne. Et bien le 26 avril dernier, le festival de films Reel Rock a annoncé la sortie d'un film sur l'ascension en tant que film bonus de la tournée online du Reel Rock 18, un post où l'on voit Charles au travail dans une fissure longue de 40 mètres, remplie de jams en tout genre, dont certaines avec les orteils. Ce film sera également accompagné de la sortie de The Puzzle, un autre métrage mettant en scène Britt Harrington revenant pour la première fois sur le Chinese Puzzle Wall en Colombie-Britannique après le décès de son compagnon Marc-André Leclerc, avec qui elle avait ouvert la première grande ligne du mur, mais également du film Soundscape, une expérience immersive dans la tête d'Eric Wennemmeyer, un grimpeur non-voyant. Enfin, petit bémol tout de même, ces films ne seront donc disponibles qu'en bonus du package du Reel Rock Tour, et ce même si vous avez déjà vu les 4 premiers films, et vous devrez donc payer un prix de 34
$, ce qui reste tout de même très raisonnable pour les 6 films. Alors si cela vous intéresse de vous faire une petite soirée film d'escalade, je vous mets le lien en description. Et dans le reste des news maintenant, Janja Garnbret, la Slovène déjà légende de l'escalade de compétition, vient d'annoncer la sortie d'un livre pour enfants retraçant son histoire. Un livre intitulé La petite fille et la fleur magique et qui apprendra entre autres aux enfants comment, avec juste un peu de pollen et quelques tractions, on peut surdominer le circuit pendant 30 ans et ainsi annihiler le rêve de toutes les autres petites filles nées entre 1990 et 2010, tout ça dans un univers tout mignon. Enfin plus sérieusement, ce livre est édité par la maison d'édition slovène DZS et fera partie d'une série reprenant la vie de sportifs bien connus du pays comme Primož Roglič ou Tina Maze en conte pour enfants. Une série écrite par Primož Suhodolkan et illustrée par Matej Dečeko et Gorazd Vahen. Waouh, si j'ai prononcé ces 3 noms correctement, c'est vraiment un miracle. Enfin bref, le livre est déjà disponible à la vente en slovène, mais également en anglais. Malheureusement, je vous conseillerais bien d'attendre un peu avant de l'acheter, car à la vitesse où Janja écrit son histoire, il faudra bientôt y rajouter quelques chapitres. Vous savez, on se pose souvent la question de pourquoi les grimpeurs japonais sont-ils si forts en escalade. Et ben pour percer ce mystère, je vous propose de regarder 2 vidéos. D'abord, un japonais qui travaille Burden of Dreams. Et un français qui travaille Burden of Dreams. Elle me dit je t'aime, la miss elle est fraîche, y a pas de problème si les arcs sont franches. Promis bébé, je te passe l'anneau dès que j'arrive en haut du panneau. Le clip sous Burden of Dream pour que le son fasse plus de stream. Voyage de noces dans le Grand Nord pour visiter le lac Nord. Je crois que tout est dit. Et oui, tout ça pour vous dire que le petit prince du rap vertical Nico Pelorson est de retour. En effet, vous le savez peut-être, mais le français bloqueur de très haut niveau, reconnu notamment pour son ascension de Soudain Seul à Fontainebleau, est aussi rappeur à ses heures perdues. Et bien, après avoir passé un printemps à travailler Burden of Dreams, Nico nous offre non pas un mais 3 nouveaux sons dans un EP déjà culte, 3 francs 6 sous avec Baby Boy, Mea Culpa et Richard Cœur de Lion. Tout ça disponible dès maintenant sur sa chaîne YouTube, mais aussi sur Spotify, alors n'attendez plus, foncez. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence ses croix sur le site de Yarncliffe au Royaume-Uni avec Shona Coxie qui enchaîne The Boss 8B+ bloc. Libérée par son mari en 2020, elle avait depuis le projet en tête et c'est maintenant fait. 3e réalisation de la Britannique dans la cote depuis 2014 avec New Baseline et Photophobia dernièrement. Un bloc très déversant sur de mauvaises prises et une fin avec de gros plats à prendre à l'aveugle. Une belle croix de plus qui lance, on l'espère, une jolie saison en extérieur pour la retraitée de la compétition qui n'a apparemment pas lâché le haut niveau. Et on se rend maintenant au Pic Saint-Loup pour l'enchaînement de Billon, 9A+, par le sud Dylan Shaw, une voie ouverte par nul autre que Seb Bouin dont le Pic Saint-Loup est l'un des plus grands fiefs, et ce n'est donc pas un hasard si ce dernier salue la prestation de Dylan, s'enthousiasmant de voir de forts grimpeurs enfin s'attaquer sérieusement à ces voies, comme Lucien Martinez ou encore Seb Bert. Pour Dylan, il s'agit de la 4e voie dans la cotation en attendant le 9B. À ce sujet, en plus de Billon, le Suisse aurait également enchaîné Moshka, 9A et même 2 fois puisqu'alors qu'il était au niveau du relais, un énorme bac aurait cassé, l'obligeant à recommencer l'expérience la session suivante. Enfin, il aura également mis des runs dans ACL, 9B, une autre voie de Seb, mais indique qu'il faudra la revenir pour mener le projet à bien. En parlant du Pic Saint-Loup justement, Seb Bouin, le falaisiste de référence dans le pays, vient de libérer une nouvelle voie extrême sur ce même pic, les Rois du Lithium qu'il propose 9B. Une cotation toujours exceptionnelle dans notre pays qui n'en compte pas tant. Concernant la voie, il s'agit d'un projet équipé par Seb au printemps 2023 et qui peut se décomposer en 2 parties. D'abord une première marche d'approche en 8B, suivie du véritable combat, une section de 22 mouvements très endurante qui termine par un swing extrême sur une réglette toute plate. Enfin, si Seb qualifie cette voie de potentiel plus beau 9B qu'il est enchaîné, il nous met déjà l'eau à la bouche en décrivant Wolf Kingdom, son autre projet du moment, comme encore plus dur. Et France, toujours sur le secteur d'Orgon, on retrouve Anatole Bozio qui enchaîne Sachidananda 9A+, une voie très résille avec 2 crux, le premier qui demande de placer un gros talon et le second un coincement de genou pour tenir une très petite prise avant de sauter dans une fissure. Au moins une vingtaine de sessions sur la falaise pour une ligne qui aura donné du fil à retordre aux falaisistes car demandant beaucoup d'énergie et de gestion pour mettre le tout bout à bout. Enfin on termine avec Tanguy Mérard qui n'en finit plus de faire tomber les voies du 9e degré. Le jeune français de 20 ans a cette fois-ci libéré Bruncha 9A à Grenoble. Après avoir libéré Annie Graal 9B il y a 3 semaines, Tanguy avait repéré une autre voie terminant sa route tout en haut de la falaise.
Ni une ni deux, ils se mettaient à travailler les mouvements et notamment le crux dans une très belle dalle. Une fois les mouvements enchaînés, il ne restait plus qu'à les lier, et pour ça Tanguy semble avoir développé un savoir-faire assez efficace. Et voilà, cet épisode de Caillou News est maintenant terminé. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, rejoindre le Discord, et pourquoi pas à venir nous soutenir financièrement sur la chaîne Tipeee. Bref, vous connaissez la rengaine. Et sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines. Tchuss!